Un matin paisible fut soudainement interrompu par un coup de sonnette retentissant. Sur le seuil se tenait l'ancienne belle-mère de Marina, accompagnée d'un serrurier armé de son attirail. La femme ne pouvait pas croire ses yeux. Ils avaient divorcé il y a 6 ans. Quelle audace! Vous êtes devenu fou? Nous avons divorcé il y a 6 ans. Quel appartement réclamez-vous? S'exclama-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Mais sa belle-mère, Nina, arborait un sourire satisfait. Nous allons changer les serrures, et ensuite, tu comprendras tout. Marina se leva ce matin-là avec un cœur léger. Le lever du soleil de mai inondait sa petite chambre d'une douce lumière, et tout dans son appartement d'une pièce semblait baigné d'un calme apaisant. Il y a 6 ans, lorsqu'elle avait quitté Denis, emportant seulement une valise de vêtements et sa fille, Lila, cet appartement était devenu son unique refuge. Vieille et située à la périphérie dans un immeuble en béton de 9 étages, elle l'avait hérité de sa grand-mère, et aucune belle-mère ne pourrait jamais lui enlever ce havre de paix. Aujourd'hui, Lila avait 8 ans, elle était en 2e année, et Marina commençait enfin à sentir que sa vie prenait un tournant positif. Son emploi dans une entreprise de logistique n'était pas exceptionnel, mais elle gagnait un salaire stable de 2500 € par mois. Suffisant pour ne pas compter chaque centime et pour mettre un peu d'argent de côté pour des travaux de rénovation. Le divorce s'était déroulé rapidement et sans heurts. Denis n'avait pas cherché à contester, signant tous les papiers sans discuter, et il payait les pensions alimentaires régulièrement. La vie de famille semblait désormais appartenir à un passé lointain, comme un mauvais rêve. Nina, la belle-mère, avait également disparu de sa vie aussi soudainement qu'elle était apparue. Elle ne téléphonait pas, ne s'intéressait pas à sa petite fille. Denis venait de temps en temps chercher Lila pour le week-end, la ramenant silencieusement, distant et froid. Marina ne posait pas de questions, cela lui était égal. Ce jour-là de mai, elle avait déposé Lila à l'école et était rentrée chez elle pour se changer rapidement avant d'aller au travail. Le temps pressait, elle avait une réunion à 10 heures. Il fallait qu'elle soit prête. Alors qu'elle était en train de boutonner sa blouse, la sonnette retentit de nouveau, avec insistance. Elle jeta un coup d'œil à travers le judas et se figea. Sur le palier se tenait Nina, vêtue de son éternel manteau bleu marine, une grande sacoche sur l'épaule. À ses côtés, un homme d'une 40aine d'années en veste de travail tenait une mallette à outils. Le visage de sa belle-mère exprimait une détermination mêlée à une sorte de triomphe douloureux. Marina ouvrit la porte sans retirer la chaîne. « Nina, que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. « Ouvre » ordonna sa belle-mère d'un ton sec. « Nous devons rentrer. »« Pourquoi » s'interrogea Marina, la nervosité montant en elle. « Je vais comprendre plus tard. »« Ouvre, je te dis. » Marina, hésitante, retira lentement la chaîne. Une vague de malaise l'envahit, mais la logique lui soufflait que quelque chose pouvait être arrivé à Denis. Un accident, un hôpital. Elle ouvrit la porte, et Nina, sans saluer, s'engouffra dans l'entrée. L'homme aux outils la suivit de près. « Vous êtes devenu fou » s'écria Marina, levant la main pour les arrêter. « Que se passe-t-il » Marina, adossée contre le mur, observait sa belle-mère avec une méfiance palpable. Dans les yeux de Nina, il y avait une lueur déterminée, presque féroce. « Nous sommes ici pour des affaires » annonça Nina d'un ton sec, comme si cela justifiait tout. « Voici Victor, le serrurier. »« On va changer les serrures » ajouta-t-elle, indifférente à la réaction de Marina. « Quelle serrure » s'écria Marina, sa voix trahissant son indignation. « Sur ta porte » répondit Nina, comme si elle parlait d'une banalité quotidienne. « Victor, commence » ordonna-t-elle, sans même se soucier de l'inquiétude qui se lisait sur le visage de sa belle-fille. Victor, le serrurier, se tenait là, visiblement mal à l'aise, balançant d'un pied sur l'autre. Il jeta un coup d'œil furtif à Marina,
comme s'il cherchait une issue. « Que faites-vous » demanda Marina, sa voix tremblante de colère. « C'est mon appartement. Nous avons divorcé il y a 6 ans. » Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Elle se tenait là, figée, la réalité de la situation l'assaillant comme une vague. Nina, sans un mot de réconfort, sortit une chemise de sa grande sacoche et la jeta sur la table basse. « Nous allons changer les serrures, puis tu comprendras tout, » dit-elle avec une désinvolture qui laissait Marina sans voix. À ce moment-là, un homme entra dans l'appartement. C'était Oleg, le policier, un homme d'âge mûr avec un visage fatigué. Derrière lui, sa voisine, Madame Vera, observait la scène avec un air inquiet. Elle avait probablement appelé la police après avoir entendu des cris dans le couloir. « Bonjour » dit Oleg d'un ton neutre, mais ferme. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» Nina, surprise par l'arrivée inattendue, prit une seconde pour se ressaisir. « Nous réglons des questions familiales. »« Tout cela est légal » affirma-t-elle, bien que son assurance vacillait. « C'est mon appartement » s'écria Marina, sa voix résonnant dans la pièce. « Il m'a été légué par ma grand-mère, et ils n'ont aucun droit ici. » Oleg leva la main pour demander le silence. Un instant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en désignant Nina. « Je suis Nina Romova, la mère de l'ex-mari de la propriétaire, » répondit-elle, la voix tremblante d'une autorité qu'elle essayait de maintenir. « Ex-mari » répéta Oleg, notant le détail. « Donc, le divorce a eu lieu il y a 6 ans, » intervint Marina rapidement. « J'ai tous les documents. »« Et vous, pourquoi êtes-vous ici » demanda Oleg en se tournant vers Victor. « On m'a engagé pour changer les serrures » balbutia Victor, reculant lentement vers la sortie. « Mais je ne suis pas au courant de tout ça. On m'a juste donné l'adresse. »« Avez-vous des documents prouvant vos droits sur cet appartement » interrogea Oleg, se tournant vers Marina. « Bien sûr, je vais les chercher » répondit-elle, se précipitant vers la chambre. Ses mains tremblaient, non seulement de colère, mais aussi de l'absurdité de la situation. Elle revint rapidement, tendant le certificat de propriété à Oleg. Ce dernier examina le document avec attention avant de lever les yeux vers Nina. « Avez-vous des documents prouvant vos droits sur cet appartement » demanda-t-il à nouveau. Nina se tut, son visage pâlissant, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. « Je vous demande, avez-vous des documents » insista Oleg, d'un ton plus ferme. « J'ai un accord avec mon fils » murmura Nina, la voix tremblante. Cet appartement devait lui revenir. Marina a promis. « Je n'ai jamais rien promis » explosa Marina, la colère bouillonnant en elle. « Vous êtes folle. C'est ma propriété. » Oleg soupira lourdement. « Nina, vous comprenez que vous essayez de pénétrer illégalement dans un logement qui ne vous appartient pas. C'est une infraction pénale. Je peux dresser un procès-verbal. »« Quoi » s'écria Nina, outrée. « Je suis la grand-mère de cet enfant. J'ai des droits. »« Vous n'avez aucun droit sur cet appartement » rétorqua Oleg, implacable. « Soit vous partez maintenant, soit nous poursuivons cette discussion au poste. » Victor, déjà en retrait, tenait fermement sa mallette. Nina, réalisant que la situation lui échappait, attrapa la chemise sur la table, la fourra dans sa sacoche, et, sans un regard pour Marina, se dirigea vers la sortie. « Tu le regretteras » murmura-t-elle en se retournant sur le seuil, sa voix chargée de menaces. « Ce n'est pas fini. » La porte se ferma derrière elle avec un bruit sourd, laissant Marina seule, le cœur battant, dans un silence pesant. Marina s'effondra sur un tabouret dans l'entrée de son appartement, cachant son visage entre ses mains. Le policier, resté un moment à ses côtés, finit par lui donner une légère tape réconfortante sur l'épaule. « Ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mon numéro »
demanda-t-il d'une voix douce. Elle hocha la tête en silence. Pensez à installer une porte en fer, conseilla-t-il en s'apprêtant à partir, et renforcer la chaîne de sécurité. Une fois qu'il fut parti, Marina resta immobile dans l'entrée, incapable de bouger. Elle finit par sortir son téléphone, ses doigts tremblants cherchant le numéro de Denis. Elle composa un message avec hésitation. Ta mère a essayé de forcer ma porte aujourd'hui avec un serrurier. Elle voulait changer les serrures. Explique-moi ce qui se passe. 3 heures plus tard, la réponse de Denis arriva. Je ne sais pas de quoi tu parles. Gère ça toute seule. Marina lut le message, puis jeta son téléphone sur le canapé avec frustration. Donc, il était au courant, ou peut-être que c'était son idée depuis le début. Les jours suivants furent marqués par une attente tendue. Marina décida de changer la serrure de la porte d'entrée, d'installer une chaîne plus robuste, et même de faire appel à un professionnel pour mettre en place un système de vidéosurveillance. Chaque coup à la porte la faisait sursauter, mais Nina ne réapparut pas. Cependant, Denis l'appela. Sa voix était distante, presque indifférente. Ma mère dit que tu as causé un scandale avec la police. Marina peina à se contenir pour ne pas crier. Ta mère essayait de s'introduire chez moi. Elle voulait juste parler au serrurier, répondit-il d'un ton désinvolte. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, murmura Denis, mais tu aurais pu rester calme. Elle est âgée, elle a des problèmes de santé. Marina, furieuse, coupa la communication sans écouter la suite. Ses mains tremblaient de colère. Cela faisait 6 ans qu'elle vivait seule, qu'elle avait construit sa vie et élevé sa fille. Et maintenant, il revenait, exigeant, accusant. Une semaine plus tard, une lettre officielle d'un cabinet d'avocats arriva. Marina ouvrit l'enveloppe, incrédule. Nina avait déposé une plainte pour contester la validité de l'héritage. Le document affirmait que l'appartement avait été acheté par la grand-mère de Marina avec de l'argent prétendument fourni par la famille Kromov. Aucune preuve n'était jointe, seulement des allégations sans fondement. Marina prit rendez-vous avec un avocat. Une jeune femme d'une trentaine d'années, Élise, examina attentivement les documents avant de secouer la tête. C'est complètement absurde. Ils n'ont aucun fondement. L'appartement a été enregistré au nom de votre grand-mère il y a 20 ans et vous en avez hérité. Il n'y a aucune mention de la famille Kromov dans les documents. S'ils veulent porter l'affaire devant le tribunal, qu'ils le fassent. Nous préparerons une réponse et fournirons toutes les preuves nécessaires. Même un avocat débutant ne perdrait pas ce genre d'affaires. Élise rangea les documents dans un dossier. Mais soyez prête, ils tenteront de vous faire pression moralement. C'est une tactique classique. Et cela ne tarda pas à se produire. Nina commença à appeler des connaissances communes, racontant à quel point Marina était ingrate, comment elle avait pris le logement de Denis, le pauvre, et sa mère. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. La voisine, tante Vera, prit le parti de Marina, mais d'autres secouaient la tête et chuchotaient entre eux. Un jour, Marina croisa Nina dans l'entrée de l'immeuble. Sa belle-mère portait des sacs lourds, son visage marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une obstination tenace. « Tu crois avoir gagné ?» lança-t-elle en passant à côté. « Attends, tu vas encore pleurer. » Marina garda le silence, la dépassant sans un mot. Elle n'avait pas la force de s'engager dans une dispute. Les jours passèrent, et la tension monta à l'approche de l'audience. Le procès était fixé à la fin juin. Marina se présenta avec son avocate, Élise, apportant tous les documents nécessaires, le certificat d'héritage, l'extrait du registre foncier, ainsi que des relevés bancaires prouvant qu'aucun transfert n'avait été effectué par la famille Kromov. Nina, la belle-mère de Marina, arriva en compagnie de Denis et d'un homme en costume bon marché, qui se présenta comme leur avocat. L'audience ne dura pas longtemps.
La juge, une femme d'une cinquantaine d'années, au regard fatigué mais attentif, écouta les deux parties. Nina s'exprima longuement, de manière confuse, affirmant qu'elle avait financé des travaux de rénovation et qu'elle avait aidé la grand-mère de Marina, que tout cela avait été convenu oralement en famille. Cependant, aucune preuve ne fut avancée. La juge posa quelques questions de clarification, examina les documents de Marina, puis annonça une suspension de l'audience. Lorsque celle-ci reprit, le verdict était prévisible, la demande de Nina était rejetée. L'appartement appartenait légalement à Marina. Aucune réclamation de la part des Kromov ne pouvait être acceptée. Nina blêmit, se saisissant de son sac, tandis que Denis restait impassible, le regard tourné vers le sol, évitant de croiser celui de son ex-femme. Marina laissa échapper un soupir de soulagement. Elle réalisa à quel point elle avait été tendue durant ces dernières semaines. À la sortie du tribunal, Nina rattrapa Marina sur les marches. « Tu as détruit la vie de mon fils », murmura-t-elle, agrippant le bras de Marina. « Tu lui as tout pris. »« Lâche-moi », répondit calmement Marina. « Tu devras rendre des comptes, je trouverai un moyen. » Un déclic se produisit en elle. Marina se dégagea brusquement, se retourna et fixa sa belle-mère dans les yeux. « Écoutez-moi bien, Nina. Vous avez tenté de voler mon appartement. Vous avez menti au tribunal. Vous avez répandu des rumeurs malveillantes à mon sujet. Si vous remettez les pieds chez moi ou essayez de me contacter, je porterai plainte pour harcèlement. Et croyez-moi, j'ai toutes les raisons de le faire. » Nina ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Marina se détourna et s'éloigna, sans se retourner. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Le soir venu, elle récupéra Lisa à l'école, lui acheta une glace, et elles se promenèrent longtemps dans le parc. Sa fille lui parla de l'école, de sa nouvelle amie, et Marina l'écoutait à moitié, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Lorsque la nuit tomba, elles rentrèrent chez elles. Marina prépara le dîner, coucha Lisa, puis s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé. Son téléphone vibra. C'était un message d'Élise. « Je voulais vous prévenir, votre ancienne belle-mère a fait appel, mais ne vous inquiétez pas, elle n'a aucune chance. Soyez juste prête. » Marina esquissa un sourire. Elle ne se laissait pas abattre. Elle aussi n'avait pas l'intention de céder. L'appel fut rejeté un mois plus tard. Marina ne se rendit même pas à l'audience. Son avocate lui avait dit que sa présence n'était pas nécessaire. Le soir, Élise l'appela. « Tout est définitif et irrévocable. Vous pouvez dormir tranquille. » Cependant, la tranquillité ne vint pas immédiatement. Marina sursautait encore à chaque coup de sonnette, vérifiant le Judas plusieurs fois, mais Nina ne réapparut plus. Denis, quant à lui, cessa également de donner des nouvelles. Les paiements de pension alimentaire continuaient d'arriver régulièrement, probablement prélevés automatiquement sur son compte. Marina entreprit de rafraîchir l'appartement, changeant le papier peint dans la chambre et achetant un nouveau canapé. Lisa entra en 3e année et se passionna pour le dessin. Le soir, elles s'asseyaient ensemble dans la cuisine. Sa fille dessinait, et Marina était assise à son bureau, feuilletant des documents de travail, l'esprit encore préoccupé par les événements récents. Le mois de novembre s'annonçait, et avec lui, une brise fraîche qui faisait frémir les feuilles des arbres dans le parc voisin. Ce jour-là, elle décida de sortir pour prendre l'air. Alors qu'elle se dirigeait vers le centre commercial de Montparnasse, elle ne s'attendait pas à croiser Denis. Il marchait aux côtés d'une jeune femme, pétillante et vêtue d'une veste à la mode. Lorsque leurs regards se croisèrent, Denis parut gêné, baissant les yeux avant de lui faire un signe de tête maladroit. « Bonjour, dit-elle, le scrutant avec une curiosité mêlée d'appréhension. Denis avait changé. Son visage marquait le passage du temps,
des rides commençant à se dessiner autour de ses yeux, et des mèches grises émergeant de ses tempes. « Comment ça va ?» demanda-t-il, se déplaçant d'un pied sur l'autre, visiblement mal à l'aise. « Ça va », répondit-elle simplement, une pause s'installant entre eux. La jeune femme à ses côtés tira sur le bras de Denis, impatiente. « Écoute, » finit par lâcher Denis, au sujet de ce qui s'est passé, « je suis désolée. Ma mère a complètement perdu la tête. Je ne pensais pas qu'elle irait si loin. » Marina le fixa longuement, un calme étrange l'envahissant. « Tu le savais ?» dit-elle d'un ton posé. « Bien sûr que tu le savais, sinon tu serais venu régler ça tout de suite. » Il baissa les yeux, et la jeune femme l'entraîna vers la sortie, se fondant dans la foule. Marina les observa s'éloigner, un vide s'installant en elle. Ni colère, ni rancœur, ni même satisfaction. Juste un sentiment d'indifférence. Des étrangers, une vie étrangère. Au printemps suivant, elle apprit par la tante Vera, une véritable commère, que Nina avait emménagé chez Denis. Selon les rumeurs, la jeune femme avait quitté Denis, ne supportant pas la présence de sa belle-mère, et maintenant, il vivait seul avec sa mère dans un petit appartement. Marina haussait les épaules, indifférente à cette nouvelle. Un jour, Lisa, sa fille, lui demanda « Maman, pourquoi papa ne vient plus me chercher ?» Marina prit un moment pour réfléchir avant de répondre honnêtement « Parce qu'il ne sait pas être un papa. » Lisa hocha la tête, comme si elle comprenait tout, et retourna à ses dessins. Un an plus tard, Marina fit la connaissance d'un homme nommé Igor. Il était programmeur, divorcé, et avait un fils adolescent. Leur rencontre eut lieu sur une aire de jeu, où Marina surveillait Lisa tandis qu'Igor tentait de convaincre son fils de quitter son téléphone. Ils échangèrent quelques mots, puis leur numéro. Il n'y avait ni passion enflammée, ni promesses éternelles. Juste une douce complicité entre deux personnes ayant traversé la douleur et la désillusion. Igor ne posa jamais de questions sur son appartement, ne chercha pas à emménager avec elle, et se contentait de venir chez elle, de réparer le robinet de la cuisine, de jouer à des jeux de société avec Lisa avant de rentrer chez lui le soir. Un soir d'été, alors qu'il prenait le thé dans la cuisine, Lisa dormait dans sa chambre. Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de nuances dorées. « Tu sais, commença Igor, en regardant Marina, quand j'ai divorcé, je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un. » Marina le regarda, intriguée. « Et maintenant ? » J'ai compris que ce n'est pas une question de confiance. C'est plutôt une question de trouver quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de se protéger. Il prit sa main, et Marina ressentit une chaleur douce envahir sa poitrine. Le lendemain, Lisa rentra de l'école avec un nouveau dessin. Elle avait représenté leur appartement, les fenêtres baignées de lumière, et 3 silhouettes, maman, Lisa, et une autre figure ressemblant à Igor. Dans un coin de la feuille, elle avait écrit en lettres majuscules « Mon chez-moi ». « C'est beau », dit Marina, en embrassant sa fille sur le sommet de la tête. Le soir venu, alors que Lisa s'était endormie, Marina se tenait près de la fenêtre, contemplant la ville illuminée. Dans un des immeubles voisins, elle savait que Denis et sa mère continuaient leur vie, mais elle ne ressentait plus rien pour eux. Elle pensa à eux une seconde, puis relâcha cette pensée. Elle tira les rideaux, éteignit la lumière et se glissa sous les draps. Demain serait un nouveau jour, ordinaire, paisible, le sien. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux